Et mesdames et messieurs, bonsoir ou bonne journée. Bienvenue à ce 4e podcast de Quiz Tonic. Ici Olivier Beauchemin. Et ici Francis Juteau. On est vos deux animateurs chouchous de Quiz Tonic et on est bien emballés encore une fois par ce podcast-là, Frank. Les seuls animateurs de podcast de Quiz Tonic, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, Hein? effectivement. Exact. C'est notre 4e épisode de podcast. On est très content de la réception à date là, pour la sortie. Écrivez-nous vos commentaires, la gang, quand vous écoutez le podcast. Si vous avez peut-être des commentaires autant positifs que négatifs, finalement, là, on est bien curieux de les avoir pour s'améliorer. Oui, c'est ça. À date, le podcast le premier épisode a été publié hier, vu qu'on enregistre d'avance. Mais notre paye, c'est vraiment vos commentaires pour l'instant. Là. Fait que pour vrai, là, on est rendu dans le game des likes et des petits cœurs un peu partout. Là. Mettez-en partout pour que ça puisse continuer à se faire connaître. Et répondez-nous, savoir si vous avez aimé ça ou pas. Absolument. Nous autres, en tout cas, on a vraiment un gros trip à faire ce podcast-là. Je peux déjà te dire, Francis, la thématique d'aujourd'hui. Je sais pas si t'es prêt à ce que je l'annonce. Les gens le savent ici. Tu veux-tu dire le règlement avant ou après? Je vais annoncer la thématique. Parfait. Ce sera jeu de société. Excellent. Hey là, on est-tu curieux, la gang, hein? Ah oui. Puis parlant de jeu de société, je vais faire les règlements du jeu de société d'aujourd'hui. C'est ça le lien. Ah, c'est pas pire, hein, quand même. Alors, pour les gens qui jouent avec nous pour la première fois, vous avez 4 sections différentes pour le podcast. On copie un peu le système d'éducation, c'est-à-dire que vous allez passer à travers l'école primaire, le secondaire, le cégep et l'université. Et puis chaque fois, votre objectif est de passer votre programme pour passer à la prochaine étape. Bon, évidemment, si vous coulez, vous pouvez quand même continuer à jouer avec nous, il n'y a aucun problème. Et Francis, tu seras mon cobaye aujourd'hui. C'est toi qui vas jouer à l'école aujourd'hui. Stressant. 20 questions, grosso modo, en ordre de difficulté. Ouais. Mais des fois, c'est dur de le calibrer parfaitement. C'est toujours notre enjeu en ce moment, savoir la difficulté à 1 versus 1. C'est-tu trop tough? J'ai C'est-tu hâte de trop voir facile? Exactement. Puis jeu de société, c'est quand même niché comme thématique. Alors, j'ai essayé de faire plaisir aux gens qui sont des gros tripeux de jeux de société, mais aussi d'y aller un peu large pour ratisser les gens qui connaissent un peu moins ça. Parfait. Bon podcast, tout le monde, amusez-vous. On va commencer, donc, jeux de société, peut-être juste avant de se lancer en primaire. Francis, c'est quoi, toi, ton rapport aux jeux de société? Tu jouais à quoi quand t'étais jeune? C'est quoi les jeux que tu as joués dernièrement? J'adore les jeux de société. J'ai très peu de temps parce que je trouve ça très chronovore à jouer à ça. Chronovore, c'est un très beau mot. Ça, oui, j'adore ce mot-là. Mais en fait, je jouais beaucoup très jeune à Clou ou à Gangsters, des jeux comme ça. Plus vieux, ça s'est développé avec des jeux comme Twilight Struggle que j'adore, qui portent sur la guerre froide. Ah ouais, ok. Mais mes jeux préférés, ce sont les jeux comme de bluffs sociaux, là, comme Résistance ou anciennement Loup-Garou. J'aimais ça avant, plus maintenant vraiment. Diplomatie un peu. Exact, tous des jeux comme ça de trahison les joueurs les uns contre les autres, ça, j'adore ça. Ah, ben écoute, on espère que tu feras Survivor Québec à un moment donné, non, peut-être. ça me tente pas. J'aime mieux le regarder que le jeu. Moi aussi, j'ai joué quand même pas mal quand j'étais plus jeune. J'ai découvert maintenant des jeux comme Sherlock, qui sont des aventures à jouer en solo. Oui. J'aime autant des jeux solo finalement que des jeux de gang, mais quand on joue en gang, c'est des jeux coop qui sont mes préférés. Alors j'espère dans tous les cas qu'on ratissera assez large pour aller toucher vos jeux à vous. Francis, t'es-tu prêt? On ouvre le bal avec l'école primaire? Moi, je te dirais juste avant ma prédiction pour le fun, oui, absolument, le diplôme. Oui. Écoute, je vais tout le temps y aller safe comme ça. Je veux dire, je vais être capable de passer mon cégep. Tu fais ton cégep. Ouais, Cégep en jeu de société. C'est ça. C'est un défi lancé. On verra si ça va se faire. Francis, bienvenue à l'école primaire. Oh là là. Qui dit école primaire dit évidemment première question de maternelle. Pour te préciser un peu au niveau du score, tu auras besoin d'avoir 5 bonnes réponses sur 7 dans les 7 années de l'école primaire. Parfait. Donc de maternelle jusqu'en 6e année. On commence en maternelle et jusqu'à la 3e année, ce seront des vrais ou faux. Et par la suite, des choix de réponse. On commence avec la maternelle. Première question. Dans le jeu Exploding Kittens, on obtient des chatons, chacun son tour, jusqu'à ce qu'on ait un chaton explosif. Hein? À ce moment-là, on perd. Alors, vrai ou faux? Le jeu Exploding Kittens fournit les chatons. Des vrais chatons? Je sais pas, j'aimerais ça savoir. Okay. Bon, on se met en contexte. Alors, maternelle, c'est une question facile, tout le monde. Oui, mais ça peut être vrai, c'est clair. hein, écoute. La version sadique du jeu, Exploding Kitten. Alors, faux, il ne fournit pas les vrais chatons. Ben oui, t'as bien raison, effectivement. Faux. Ça fournit pas les vrais chatons. Ils ont les vraies cartes, évidemment, ceci étant dit. Ce qu'il faut savoir avec Exploding Kittens, par contre, tant qu'à faire une question niaiseuse, je vais vous donner une information intéressante. Oui. C'est parti en Kickstarter, ce jeu-là, si tu le savais pas. Et en dedans de 20 minutes, ils ont eu 100% de leur objectif. En dedans de 2 heures, ils ont eu 1000%. Et après une journée, 20 000% de leur objectif. Parce qu'avec Kickstarter, tu peux continuer à donner. Alors finalement, ce jeu-là, c'est financé en dedans de 24 heures. Et le développement a été explosif, justement, comme les chatons. Ben voyons donc.
Bon, on va mettre notre podcast sur Kickstarter. Exactement, ça me donne le goût. Hein? Alors, on passe à la deuxième question. Première année de l'école primaire. Ça va se corser légèrement, Francis. Alors, je me lance. Le jeu Mousetrap est un des premiers jeux de société à jouer avec le côté 3 dimensions. La majorité des joueurs et joueuses qui y ont joué se souviennent d'avoir monté la plateforme plutôt que de jouer au jeu lui-même. En fait, le jeu est pas mal plate finalement, mais monter la plateforme, c'est très intéressant, ça c'est sûr. Donc, dans cette superbe plateforme, vrai ou faux, il y a une trappe à souris en plastique de type Victor. Donc, le type Victor, on parle de cette fameuse trappe à souris finalement avec un engrenage qui se referme, une espèce de trappe à souris de bois classique. Alors, dans la plateforme de Mousetrap, il y a ce type de trappe à souris. En plastique. Ouais. Vrai ou faux? Dans mon souvenir, c'est drôle comme question parce que c'est vrai que c'est le fun à monter et plate à jouer. Alors, je vais dire vrai. Eh bien, Francis, c'est faux. Il n'y a pas de trappe à souris conventionnelle dans un jeu de Mousetrap. En fait, dans l'ordre, on a une botte qui frappe une chaudière, qui fait dévaler dans un escalier en bois une bille, qui entraîne un plongeur à sauter pour faire tomber une cloche en plastique. Ah, ben c'est ça que j'avais en tête. Une espèce de cloche qui tombe honnêtement. Finalement, et non pas une trappe conventionnelle. J'avoue que honnêtement, je savais que c'était ça. C'est le mot Victor qui m'a mélangé, mais la trappe, je savais que c'était pas une vraie trappe à souris. Là. non, mais... C'est pas facile, ça se dit. C'est pas parce qu'on est en vrai. première année qu'un vrai ou faux, ça peut pas être difficile. Non, je me suis fait avoir. C'est clair, je savais très bien que c'était une cloche et pas une trappe à souris. T'es fait attraper, ma petite souris. Hey, on est rendu en deuxième année, Francis, toujours au primaire. T'as une erreur à date, mais ça va bien aller. On poursuit. Question 3. Le jeu Backgammon est un jeu qui se joue à 2 joueurs sur un tablier de jeu, un genre de boîte creusée là, en tapis, avec des pions et des dés. Un joueur gagne lorsqu'il retire tous les pions de la boîte. Alors, vrai ou faux? Le Backgammon se joue avec 3 dés classiques, des dés de 1 à 6. Et c'est parti, vrai ou faux? C'est plus dur que je pense parce que j'ai jamais joué au backgammon de ma vie. Je comprends. 3D classique. De 1 à 6. Ok. Je vais attendre que le temps finisse. Écoute, dans mes recherches récentes pour monter des jeux de société, j'ai vu qu'il y avait des dés particuliers dans mes souvenirs pour le backgammon. Fait que je veux dire, c'est faux. Effectivement, Francis, félicitations, c'est faux. On utilise en fait d'habitude 2 dés classiques de 1 à 6. Pas facile, hein, on va se le dire. Donc 2 dés classiques de 1 à 6 et on peut ajouter un dé supplémentaire qu'on nomme le doubleur ou le vido là, en français. C'est les chiffres 2, 4, 8, 16, 32 et 64 qui sont là-dessus. Ceci dit, Francis, demande-moi pas de t'expliquer le jeu Backgammon. J'ai passé 15 minutes sur la page Wikipédia et encore aujourd'hui, je sais pas comment jouer à ce Je te le demanderai pas. Mais effectivement, c'est un jeu quand même complexe. Alors s'il y a des gens à la maison qui veulent jouer avec nous autres, on est prêt pour une game de Backgammon. On serait dû. Je serais curieux d'essayer au moins une fois. Ouais, écoute. faudrait. Francis, félicitations, tu as 2 bonnes réponses, une mauvaise. On poursuit en 3e année, on est toujours en vrai ou faux. C'est le dernier vrai ou faux. Alors je me lance. Dans le jeu Risk, on déplace des forces armées sur des territoires qui sont parfois des pays ou des régions générales. On va retrouver entre autres la Chine, l'Inde, mais aussi on peut tomber sur la Scandinavie par exemple, ou l'Afrique du Nord, qui ne sont pas des pays à proprement dit. Alors vrai ou faux? Dans la carte originale de Risk, le Québec est un des territoires que l'on peut posséder en tant que joueur. Ça, c'est un autre jeu auquel j'ai joué, je pense, juste une fois. Je sais même pas si c'était la version classique ou pas. Aïe. Est-ce que je vais passer mon primaire? C'est ça la grosse question, hein? Ok, alors, j'ai comme un vieux souvenir de Trivial Pursuit ou quoi que ce soit qui parlait de ça. Je pense que c'est vrai. Effectivement, c'est vrai, Francis. Le Québec est un État, ou en tout cas un territoire sur lequel on peut aller en risque. Pas facile à la maison, mes questions primaires. Hein? Ça se peut qu'on échoue notre primaire. J'adore ça. On retrouve également donc, dans l'Amérique du Nord, l'Ontario, l'Alberta, qui va englober également la Colombie-Britannique, l'Alaska, les territoires du Nord-Ouest, le Groenland, les États de l'Est des États-Unis et les États de l'Ouest des États-Unis, ainsi que l'Amérique centrale. Donc, hein, c'est quand même pas facile. C'est le plus gros continent, d'ailleurs, l'Amérique du Nord, à risque. Alors, on salue les gens qui jouent encore à leur game de risque qui ont débuté en 95 parce que c'est interminable, hein, ce jeu-là. Écoute, ça doit être la partie la plus fun de posséder le Québec. En tout cas, moi, ce serait mon seul fun là-dedans. Oui. Après ça, je me laisserais perdre. Alors, on se lance. Question à choix de réponse. On est en 4e année. Ça va bien pour l'instant. Une seule erreur, Francis. Alors, question numéro 5. Les fans de Monopoly savent très bien que les 2 terrains les plus dispendieux sont les cases bleues, hein, qui sont près de Passego, c'est-à-dire l'avenue du Parc et Promenade. Alors, je me concentre sur la case Promenade. Lorsqu'on y met un hôtel, ça vaut combien en location? A. 1000 $. B.
2000 $ ou C, 5000 $. C'est pas facile, mon primaire, hein? C'est pas facile dans le sens... Mais pour moi, parce que c'est les jeux classiques comme ça. Mettons, Monopoly, c'est aussi un jeu que je déteste. Je comprends tout à fait. J'ai aucun plaisir. C'est des jeux qui ont été poussiéreux, hein, on va se le dire. Ça se dit, ça peut se déduire. Fait que tu m'as dit 1000, 2000 ou 5000? Exactement. OK. Alors, un hôtel, c'est le plus cher de la gang, mais je vais quand même dire... je vais dire A, 1000 $. Malheureusement, Francis, c'était 2000 $ la bonne réponse. Alors, on est à 10 fois le pass égaux. Pas facile, mais t'as pas encore coulé ton primaire. C'est correct. T'as 2 erreurs. Pour l'instant, t'es sur la fesse. Ça fesse. Donc, il faut savoir qu'on peut gagner Monopoly. J'ai lu ça en 2 tours seulement. À 2, là, un contre l'autre. À 2 tours seulement et 9 lancers. Parce qu'avec les lancers de dés, quand t'as un double, tu peux rejouer. Et donc, il y a une manière de jouer en pigeant certaines cartes qui fait en sorte que tu as le temps de te rendre jusqu'à promenade, acheter le terrain ainsi que 3 maisons en repassant par go, et que l'autre joueur avec de la malchance tombe sur des trucs négatifs dans les cartes chance et tombe sur tes 3 maisons de promenade. Donc, en seulement 2 tours, c'est-à-dire 2 tours chacun, tu pourrais techniquement gagner à Monopoly. Mais comment tu gagnes? C'est atteindre un chiffre? C'est-à-dire que tu fais faire une banqueroute. Ok. Je perds le terme en français. Là, le joueur fait faillite, là, finalement. C'est le fun de faire faillite aux autres. Hein? On salue les bars en ce moment. Oui, Ils ont beaucoup de difficultés. Beaucoup de sport de votre côté, effectivement, à ce niveau-là. Hey, on est rendu en 5e année, tout le monde? On poursuit avec la question numéro 6. J'ai plus le droit à l'erreur. Ma prédiction de cégep va se transformer en primaire. Je l'assume. Alors, on se lance. Et ils sont pas si faciles en plus, les prochaines. Non, je m'en doute. Question numéro 6 en 5e année. Dans le jeu Qui est-ce ou Guess Who, quels personnages ont les cheveux roux? Et là, je te nomme des personnages. En A, Paul, Peter et Susan. En B, Maria, Richard et Robert. Et en C, Bill, Claire et Herman. Et c'est parti. Hey, c'est chiant, hein, ma question. Oh my God. Mais j'espérais que tu nommes un nom puis il a été nommé. Ah oui, OK. Ouais. On parle de roux, hein, quand même. Et je te parle aussi des personnages originaux, quand même. Parce qu'il y a eu une petite... en 2018, ça a changé. Tu peux-tu répéter juste vite fait? Absolument. Donc en A, Paul, Peter et Susan. En B, Maria, Richard et Robert. En C, Bill, Claire et Herman. OK. Alors, j'espérais que tu nommes Bill parce que dans mes souvenirs, il y avait une barbichette rousse, mais il était peut-être chauve. Mais il me semble qu'il y a un petit peu de cheveux roux sur ses côtés, donc je vais y aller avec C. Bill. Et c'est une bonne réponse. Félicitations, Francis. C'était pas facile, hein, on va se le dire. Non. Effectivement, Paul, Peter et Susan ont les cheveux blancs. Maria, Richard et Robert ont les cheveux bruns. Et Bill, Claire et Herman ont les cheveux roux. Ah oui, la barbe rousse, comme tu l'as dit. Bill, tu t'en souviens, la tête d'œuf, hein, la barbe orange. Il y a un petit peu de cheveux quand même? Exactement. Oui, absolument. Il faut savoir que la majorité des personnages, par contre, ont changé depuis 2018, Francis. Donc, beaucoup plus d'inclusivité dans les personnages. Mais également, ils ont un petit symbole à côté d'eux, comme une balle de baseball, un violon ou un chien. Donc, on peut poser des indices sur leur passion aussi. Hein. Est-ce que c'est artistique, sportif? OK. Donc, maintenant, c'est ça. Félicitations, tu te souviens de tes personnages des années 80-90. Ça s'est bien passé. C'est important d'inclure tous les joueurs et les joueuses de basketball dans la place. Et les fans d'avion ou de sciences. Oui, c'est ça. Exactement. Allez, question 7, dernière question de cette école primaire, 6e année. On se lance. Le jeu Seven Wonders est un jeu de cartes de gestion de ressources très populaire qui est sorti en 2010 et qui a remporté de nombreux prix. On incarne une ancienne civilisation et on tente d'avoir la cité la plus puissante en pigeant des types de cartes. Alors, quel type de cartes n'existe pas dans le jeu Seven Wonders? En A, les cartes brunes qui donnent des matériaux bruts de ressources utilisées, comme du bois, de l'argile, de la pierre. En B, les cartes mauves qui donnent des points de victoire basés sur ce que les joueurs ont construit ou le joueur ou ses voisins ont construit. Et finalement, en C, les cartes rouges qui donnent des points de population ou qui permettent d'augmenter le nombre de citoyens dans sa ville. Pas facile, hein, mon primaire? Non, mais c'est aussi un jeu que je pense que j'ai joué une seule fois parce que ça m'a pas tant que ça attiré, mais j'haïssais pas ça. J'ai une idée, mais ça se pourrait que je coule mon primaire ici. OK. Dans mon souvenir, les cartes rouges, ce sont des cartes qui amènent... c'est des cartes de combat, donc pour attaquer ses voisins. Donc, je veux dire, rouge pour la population, ça n'existe pas. Et félicitations, mon cher Francis.
Tu as officiellement passé ton primaire. 5 sur 7. Oh, mais c'était plus corsé que je pensais, mais j'ai aimé ça. OK. Voilà, alors désolé pour les gens à la maison qui sont peut-être moins forts en jeux de société. Si vous avez coulé votre primaire, on vous encourage quand même à venir au secondaire Évidemment, avec nous. C'était pas facile, parce que des vrais ou faux ou des choix de réponse, des fois c'est un peu trop facile. Je tenais à les corser un peu. Ouais. Alors voilà, même si vous avez échoué, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et on passe maintenant, Francis, au secondaire. Et la cloche sonne. On est en secondaire 1. On aura un total, donc vous l'aurez compris, de 5 questions au secondaire, de 1 à 5. Et pour passer votre secondaire, ce sont 3 bonnes réponses que vous aurez besoin d'avoir. 3 sur 5 pour réussir. Cette fois-ci, pas de choix de réponse, Francis, ni de vrai ou faux. Des questions directes. Secondaire, j'ai commencé à jouer dans le club d'échecs au secondaire. Ah oui, OK. Donc, ça devrait m'aider. Ah, peut-être bien. Effectivement, les échecs, c'est un jeu de société, effectivement. Alors à la maison, je le répète, question courte en général, mais pas de choix de réponse ou de vrai ou faux. 3 bonnes réponses à avoir pour remporter. On se lance. Secondaire 1, c'est parti. Le jeu de société Battleship nous amène à placer 5 bateaux sur l'aire de jeu. On retrouve un destroyer de 2 cases, un sous-marin de 3 cases, un cuirassé de 4 cases, ainsi qu'un porte-avions de 5 cases. Quel est le 5e bateau qu'on doit disposer? J'ai pas besoin de son nom. Et je veux savoir le nombre de cases du 5e bateau. Je le répète, on a 2, 3, 4, 5. Quelle est la 5e pièce en termes de nombre de cases sur, évidemment, notre plateau de Battleship? Encore une fois, je suis dans des jeux un peu classiques et vieux, mais je voulais ratisser large. Mais ça, j'ai joué souvent quand j'étais vraiment jeune. À savoir, c'est sûr que c'est pas un 2 cases, ni c'est pas... C'est quoi tu m'as dit l'autre? C'est 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. C'est pas 5 non plus, il y en avait un seul. C'est 3 ou c'est 4. Je vais dire, c'est... on cherche un bateau de 3 cases. Félicitations, Francis. C'est effectivement 3 cases. C'est un croiseur qui possède 3 cases. Effectivement, 2, 3, 3, 4, 5 sont les 5 différents bateaux en format. À noter, j'ai appris en faisant mes recherches, il y a une version belge qui donne 10 bateaux à placer et de 1 à 4 cases. Donc vraiment une partie plus longue à jouer. Plusieurs bateaux, effectivement, à ce moment-là. Il y a des jeux, je suis pas sûr du titre, là, Captain Sonar ou un autre, là, mais c'est comme du Battleship en équipe coop, en temps réel ou quoi que ce soit. Fait que OK. Il paraît que c'est plus intéressant quand même aussi. La dynamique de Battleship, elle s'épuise assez vite, on va s'entendre. Mais pour des jeux jeunesse, ça peut être super intéressant. Félicitations, t'as fait ton secondaire 1, Francis. Yeah. On est rendu en secondaire 2. On est maintenant rendu avec le jeu Scrabble. Alors, dans ce jeu-là, chaque lettre a une valeur différente. Et le but est de placer des lettres sur le plateau pour former des mots. Dans la version française, 5 lettres ont une valeur de 10 points. On parle évidemment de la version francophone. Alors, peux-tu me nommer 4 de ces 5 lettres qui valent 10 points? Je te laisse un temps de réflexion. On parle évidemment de la valeur maximale de points. 10 points, c'est le plus haut. Donc, on sous-entend ici quand même les lettres les plus difficiles à placer. Je le répète, 5 lettres ont une valeur de 10 points. On a besoin de 4 bonnes réponses. À toi. OK. Alors, je vais dire, je suis pas un expert non plus Scrabble. Je vais dire, il y a le X, il y a le Z, il y a le K, et il faut me nommer 4? Ouais, tu peux en nommer 5 en fait. OK. On a besoin de 4 des 5. OK, ben je vais arrêter à 4 vu que je suis pas assez sûr de ma shot. Je vais dire le Y. Félicitations, Francis. Très bonne réponse. Je vais permettre aux gens à la maison même d'avoir un total de 5 guesses potentiels s'il y en a 4 là-dedans qui sont bons. J'aurais rajouté sinon le H. Alors, c'est le W que tu aurais pu rajouter. Oui. K, W, Bon. X, Y, Z sont le 10 points. Okay, J et Q valent 8 points et le H vaut 4 points là, dans ton cas ici. La lettre Z est presque systématiquement une lettre à 10 points dans toutes les versions de langue. C'est une lettre difficile à placer. À part en polonais où elle vaut un seul point. Parce que le Z est très utilisé en polonais. Alors, excellent. Voilà. Allez, on passe en secondaire 3. Ça va très bien à date, ton secondaire. Ça se passe plutôt bien. On poursuit. Prochain jeu. Dans le jeu Clou, on voit que j'ai quand même été ici, surtout au début dans des jeux plus connus. On peut se promener dans 9 pièces différentes qui sont potentiellement le lieu du crime. On y accède principalement par les portes, mais il y a aussi 2 passages secrets qui relient des pièces entre elles. Alors, peux-tu me nommer un de ces 2 passages secrets-là? J'ai donc besoin des 2 pièces. Il y a 2 passages secrets, j'ai besoin de seulement un des 2. Il y en a 2, donc bonne réponse possible. Et chacun des passages secrets, je le répète, relie 2 pièces entre elles. On a besoin des 2 pièces pour avoir la bonne réponse. OK. Alors, les 4 pièces de coin, je sais qu'il y a cuisine, il y a la serre. Et là, les 2 autres ont un nom qui se ressemble. C'est comme le lounge puis le salon. Là. Fait que malheureusement, c'est ça qui va venir
fucké parce que je sais que la serre et la cuisine ne sont pas liées. Ah. Donc, je vais dire la serre est liée, une chance sur deux, au lounge. Wow! Félicitations, effectivement, lounge ou salon, hein, donc conservatoire ou serre. Souvent, il y a des synonymes un peu là-dedans. C'est conservatory en anglais, serre en français, lounge qui est comme le salon, comme tu l'as dit. Effectivement, c'est le premier passage secret. Et la cuisine, elle, est liée au bureau. Le bureau, study, c'est ça. au bureau, effectivement. Okay. Donc, ça, c'est la cuisine qui est là. Et tu l'as dit, effectivement, c'est les deux pièces qui sont opposées en diagonale, qui sont reliées par là. La cuisine, c'est d'ailleurs la pièce la plus difficile d'accès parce que c'est celle qui est le plus loin en termes de cases, qui prend le plus de temps pour s'y rendre. Donc, c'est une bonne idée de prendre le passage secret du bureau pour le faire. Professeur Plum débute juste à côté de là d'ailleurs, alors c'est peut-être une stratégie pour vous. Oh. Quoique, Mrs. Peacock est le personnage qui a un avantage dans le jeu parce que c'est elle qui est le plus proche d'une case dès le début. Hein? C'est bon à savoir pour ceux qui jouent à l'argent, à Clou. Oui, hein? effectivement. Ouais, j'ai fait un Paul-Out de moi-même, feu Paul-Out avec des statistiques incroyables. Salutations, Paul-Out. Effectivement. Allez, on passe à la question numéro 4, Francis. Ça va bien, hein? T'as déjà ton secondaire, mais on va quand même continuer à jouer. Mais honnêtement, j'aurais pu rater. Ah aussi. oui, ça Donc, c'est quand même corsé quand même. Allez, on se lance. Le jeu Les Colons de Catane, on est un petit peu plus nouveau ici. C'est un des jeux modernes, justement, les plus populaires. Il a été édité presque partout autour du globe. C'est un peu comme le Monopoly des dernières décennies, là, finalement. Presque tout le monde y a déjà joué. Plus d'une vingtaine d'expansions, des jeux de cartes, des jeux de dés. C'est rendu très, très connu. Le but du jeu est d'obtenir 10 points de victoire, mais certaines stratégies peuvent nous aider à en avoir 2 d'un coup. On peut avoir 2 points de victoire d'une certaine manière. En fait, il y a 3 stratégies pour avoir 2 points de victoire d'un coup. Quelles sont ces stratégies-là? En fait, j'en ai besoin de 1 sur 3 pour avoir la bonne réponse. Et c'est parti. Je le répète, 1 point de victoire en général se fait de plusieurs manières, mais 2 points de victoire, il y a 3 manières de le faire. À ma connaissance, là, si j'ai bien fait mes recherches. Et donc, évidemment, une seule manière qui est à nommer. Si à la maison, ou Francis, tu es capable de me nommer les 3, je vous donne 2 points de secondaire. 2 points de victoire du secondaire. C'est écœurant, ça? Ben, je me sens un peu nono parce que j'ai joué une couple de fois, mais ça fait longtemps, donc je me souviens très très peu. Je ne l'aurai pas, mais je vais faire un guess en disant que tu peux faire 2 points de victoire en plus de capitaliser sur tes ressources en volant un point de victoire à un autre joueur. Écoute, je suis pas le plus grand fan des Colons de Catane non plus, mais je pense que c'est faux. En fait, 3 différentes manières. On peut faire la route la plus longue, hein? Donc en faisant une route longue, c'est 2 points de victoire. En ayant l'armée la plus puissante également, c'est 2 points de victoire, c'est quand on a des chevaliers. Ah oui, ok. Et finalement, en construisant une ville et non une colonie, en faisant une ville plutôt, c'est 2 points de victoire. C'est vrai. Ce sont les 3 manières de le faire. Je le répète à la maison, si vous avez réussi à avoir les 3, vous avez 2 points de victoire du secondaire. C'est écœurant, ça? Magnifique. Francis, malheureusement, c'est un échec pour toi ici en question. C'est correct, mais dès que tu as dit les 3, je me suis dit c'est vrai. Je me suis souvenu des 3. Ah, tu vois. Des fois, c'est ça. C'est juste pas trop loin dans notre mémoire. Non, c'est ça. Allez, on se lance à la dernière question du secondaire. On a presque fini. Question numéro 5. Dans le jeu Yahtzee, on doit faire plusieurs combinaisons de dés pour faire des points. On a des suites, des nombres identiques. On peut aussi faire ce qu'on appelle un Yahtzee, hein, ou un YAM en français. C'est-à-dire quand on a 5 chiffres identiques. Combien de points vaut un Yahtzee, mon Frank? C'est parti. Hey, ça, honnêtement, ça me fait juste penser à la scène c'est dans Scream, là, non, Histoire de peur. Là, ah ouais? Il y a une scène où est-ce qu'il crie, il a dit, puis il se cogne la tête, puis il s'étourdit, elle me fait mourir de rire. À chaque fois, c'est dans Histoire de peur 2 ou 3. Là. En tout cas, honnêtement, ça va être un pur guess parce que je déteste ces jeux-là, comme ça, à pitcher des dés. Hey, t'as pas beaucoup de jeux que j'ai nommés que t'aimes? Non, finalement, j'aime pas ça, les jeux de société. J'haïs ça. Je veux dire, combien de points? 5? T'as-tu nommé des comparatifs? Non. Hein? C'est-à-dire que tu peux avoir un nombre de points cumulés. Si tu as, par exemple, 4-6, ben, ça va être 4 x 6, tu vois. 50 points. C'est une bonne réponse, Francis! Félicitations! Hey, 50 points pour un Yahtzee. Félicitations. Donc, j'ai aussi appris qu'on peut faire un deuxième Yahtzee, Frank, dans le jeu donc de Yahtzee. Si tu as un deuxième de suite, tu peux avoir 100 points à ta case au lieu de 50 points. Imagine-toi donc. Ah bon? Ouais, tu peux te le rajouter, puis il faut que tu le rajoutes aussi sur une autre des lignes. Mais comme ça t'intéresse pas... Ça me donne pas plus envie de jouer. On va juste fêter ton secondaire. Félicitations, Frank. 4 bonnes réponses sur 5. Il en fallait 3 sur 5 pour réussir son secondaire. Ben, je suis bien content. Puis avant de rentrer au cégep, m'en profiter pour rappeler à tout le monde, si jamais ça vous tente d'avoir des quiz justement pour votre compagnie ou entre amis ou quoi absolument. que ce soit, on l'offre aussi toujours. Hein, donc, vous pouvez aller voir sur quiztonic.ca. Absolument, on fait des corpos. N'hésitez pas à nous écrire à tout ce niveau-là. Pour des bars aussi. Avec des thématiques de votre choix. Ça peut être n'importe quoi. Un quiz au complet, s'il y a dit...
Ça va être le fun. Hey, Francis est content, il a gagné son secondaire. Alors, il fait du shameless plug, j'adore ça. Hey, on est rendu au cégep, t'es-tu prêt, mon Frank? Prêt. Début du cégep, 3 différentes années en cégep français. C'est la section la plus courte de notre parcours scolaire. Ça fonctionne en 3e ronde ici. On a 3 questions et chaque question aura une tangente d'un cours de cégep différent. Hein? Donc, un peu comme au cégep, on explore plein d'affaires différentes. Alors, ce seront les jeux de société, mais à la manière de un cours différent. Et pour remporter la zone cégep, on a besoin de 2 bonnes réponses sur 3 au total dans les questions. Alors, t'es prêt? Oui. Alors, je me lance en question 1. On y va avec une question de type science. Hein? La science n'est pas particulièrement abordée en général dans nos quiz. C'est pas quelque chose que t'aimes particulièrement non plus. Alors, je pose une question de science, mais Sur la donc, sellette. à la manière de jeu de société. Voilà. Je vous demande de répondre à ces différentes descriptions de jeux de société par un nom de jeu de société. Et ici même, en fait, le nom va être associé à une réponse scientifique. Okay. Souvent dans le monde de la médecine, de la biologie en général. Parfait. Alors, c'est une description d'un terme scientifique, mais qui en fait est aussi un nom de jeu de société. Je vais nommer 4 différentes descriptions. Puis spécifiquement pour la question 1, on a besoin de 3 bonnes réponses sur 4 pour remporter la question 1. C'est-tu clair? Oui. On se lance. Alors, je te nomme les 4 et par la suite, je partirai le chrono pour te laisser un peu de temps de réflexion. En A, un mot latin qui décrit l'assemblage des os de la tête, la partie du squelette destinée à protéger l'encéphale. Hein? Donc, un mot latin qui décrit l'ensemble des os de la tête, la partie du squelette destinée à protéger l'encéphale. En B, une épidémie qui affecte une partie significative des populations sur une région importante du globe, plusieurs pays, voire plusieurs continents. En C, en médecine, une intervention chirurgicale sur le corps de l'homme ou de l'animal, dans le cas d'un vétérinaire. Et finalement, en D, en médecine, tout désordre fonctionnel ou de l'esprit, physique ou psychique, ça peut être respiratoire comme ça pourrait être mental. On cherche encore une fois un terme ici qui est scientifique. Je pars le chrono. 4 différents termes scientifiques associés à des jeux de société. Parfait. Peux-tu me répéter juste le dernier? Oui, absolument. En médecine, on parle d'un désordre fonctionnel qui peut être physique ou de l'esprit. Ça peut être respiratoire, comme ça peut être mental ou psychique. Donc ici, on parle d'un désordre en D. OK. Je te renomme les différentes sous-questions, puis tu réponds directement. C'est parfait. Alors, on se lance. Première sous-question qu'on cherchait au niveau scientifique. Un mot latin qui décrit l'assemblage des os de la tête, la partie du squelette destinée à protéger l'encéphale. Excellente question en passant, j'adore ça. Ah oui, OK. Oui, j'aime vraiment ça. Cranium. Et c'est le cranium, effectivement, crâne en français, cranium en latin. En B, épidémie qui affecte une partie significative des populations sur une région importante du globe. Pandémie. Pandémie, pandémique en anglais, effectivement. En C, en médecine, une intervention chirurgicale sur le corps de l'homme ou de l'animal, dans le cas d'un vétérinaire. Opération ou docteur Maboule. C'est une docteur Maboule sur le corps d'un chien, effectivement. Et en D, en médecine, tout désordre fonctionnel ou de l'esprit. Hein, ça peut être respiratoire, comme ça pourrait être psychique ou mental. Ça, j'aimerais ça y réfléchir pendant 10 minutes parce que c'est excellent, mais j'ai aucune idée. Et ce sera seulement 3 sur 4, mais 3 sur 4, c'est ce qu'on cherchait pour la bonne réponse. C'était un trouble ou un trouble. Pas pire quand même. Ceci dit, Francis, bravo avec 3 sur 4. Tu passes à la question numéro 2. Hein, je le répète, 3 sur 4 pour avoir le point ici au cégep. J'aurais pas besoin d'aller voir mon API. Non, pour l'instant, ça se passe bien. On passe en deuxième année. La thématique que je choisis, ou le cours que je choisis, sera un cours d'anglais. Hein? Okay. Alors, je vais avec un cours d'anglais formel. Oui, Il faut en avoir des fois des cours comme ça. Plus difficile un peu, on va avoir besoin ici de traduction directe. Alors, toi qui as eu au cégep, au secondaire, des cours d'échecs où tu as joué beaucoup aux échecs, je te demande de traduire ces noms de pièces utilisées aux échecs dans la langue de Shakespeare. Par exemple, le roi, on voudrait la réponse King, ou la reine, on voudrait la réponse Queen. Hein? Tu m'en enlèves 2 direct. Ah, voilà, c'est chiant. Hein? Alors, j'ai 4 différentes pièces qu'on va avoir besoin de traduire en anglais, donc évidemment dans la langue en anglais pour les échecs. Et ce sera encore 3 bonnes réponses à avoir sur 4 pour obtenir le point. Parfait. Encore une fois, je te nomme les 4 différentes traductions à avoir et par la suite, je pars le chrono pour le tout. Alors, on commence en A, le cavalier. Hein? Comment est-ce qu'on appelle ça en anglais? En B, le pion. En C, le fou. Et en D, la tour. Pas facile. Hein? Moi, personnellement, justement, quand je suis tombé là-dessus dans le site web Wikipédia anglais,
C'est ce qui m'a donné le goût de faire une thématique traduction. J'aurais eu de la misère. Ouais, c'est la même chose comme le nom des cartes en anglais. C'est vraiment différent. C'est pas toujours une traduction directe nécessairement. Ça peut l'être souvent, en fait, par contre. Mais j'ai écouté Queen's Gambit il y a pas longtemps, fait que ça va m'aider, la série télé. OK. Je suis juste pas sûr du fou, honnêtement, je pense. OK. Donc, je veux dire... Vas-y, là. Donc, ouais, effectivement, je vais renommer le tout. En A, le cavalier. Le cavalier, c'est le rook. Absolument pas. Je te dirai pas ce que ça pourrait être, le rook. En B, le pion. Pound? Effectivement, pound qu'on cherchait. En C, le fou. Ça, c'est celui, malheureusement. Je vais le mettre à la fin. OK, parfait. En D, la tour. La tour, c'est castle. Ah, c'était ça, rook? C'était rook, effectivement. Et le fou? le jester. Le jester ou le Frank Juto. Pas facile. Hey, c'est corsé comme question. Je pense que c'est une question dure en général. Donc, à la maison, si vous l'avez pas de stress. Faut vraiment connaître ces échecs. Tout le monde qui joue sur chess.com, il y en a beaucoup qui vont les avoir. Exactement, oui. Le cavalier, c'est knight. Tout simplement, knight. Oui, donc, on cherchait. Le pion, c'est pound. Le fou, c'est bishop. Et finalement, la tour, c'est rook, effectivement, qu'on cherchait là-dessus. À la maison, si jamais il y a peut-être d'autres traductions que j'ai pas notées, là, effectivement, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. J'ai checké rapidement. Je pense que c'était vraiment les termes exacts. C'est une bonne question. J'aurais pu l'avoir. Je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont réussi à l'avoir aussi à la maison. Effectivement. Donc, en anglais, peut-être moins ta force. Ceci dit, tu as l'air d'un bon fan d'échecs. On va quand même poursuivre. Il te reste une réponse à avoir pour passer ton cégep. Et on se lance en histoire, Francis. Alors, j'espère que tu vas bien aller. Histoire / histoire de la France. Je sais pas s'il y a un cours qui est comme ça. OK. On va dire histoire du Québec et de la France. Ce sera ça ma question 3 oui. sur les jeux de société. Alors, le jeu Trivial Pursuit est un jeu de société créé par 2 Québécois à la fin des années 70 qui s'appelait ici « Quelques arpents de piège » en français. Alors, c'est une référence à un commentaire français du 18e siècle qui ridiculisait les territoires des colons français, qui diminuait leur importance. Alors, je veux savoir 2 informations. On va commencer par la première sous-question. Quelle est la citation originale que dit cette citation-là? Donc, qu'est-ce que disait au lieu de quelques arpents de piège? C'était quoi la citation originale? Et qui l'a dit également? Qui l'a dit, par contre, je vais te donner un choix de réponse. OK. Alors, qui l'a dit? Content pour le choix de réponse. Par la suite, ça va quand même pouvoir t'aider. Ouais. Je te donne tout de suite le choix de réponse. Donc, en A, Louis XV, le roi de France. En B, Voltaire, un philosophe et auteur français. Ou en C, Maximilien Robespierre, qui est un député aux États généraux. Je pars le chrono, je le répète, on a besoin de 2 éléments de réponse. Donc, le jeu Trivial Pursuit, qui s'appelle Quelques arpents de piège, c'est une référence à un commentaire insultant français du 18e siècle, qui parlait en fait des colons français. Donc, quelle est la citation originale, au lieu de quelques arpents de piège? Et entre Louis XV, Voltaire et Maximilien Robespierre, qui l'a dite? Excellent. Pas facile. Je pense que la référence, je sais pas si c'est plus long que ça, mais juste quelques arpents de neige. Quelques arpents de neige, effectivement, c'était la bonne réponse. Et qui l'a dit, ça, je suis content des choix de réponse. Ça veut pas dire que je vais l'avoir, malheureusement. Ma prédiction va-t-elle se réaliser ou pas? Ça fit bien avec le côté baveux de Voltaire. C'est mon guess. Voltaire était la bonne réponse. Pas facile, moi je savais pas du tout que c'était Voltaire. Je connaissais la citation, mais je pensais que c'était un général français ou quoi, quelqu'un de ce genre-là. Moi, j'aurais pas dit Voltaire si j'avais pas eu de choix de réponse. Tu vois, mais regarde, Voltaire qui a dit ça et à nombreuses reprises, dans de nombreux documents, avait une certaine hargne peut-être envers les colons français. Ah oui? Ouais, dans les Lumières, c'est une expression qui s'est répandue de manière courante à cause de Voltaire, justement. Et maintenant, ça a été récupéré par les colons français et les Québécois. Peut-être qu'il les trouvait trop candides. Peut-être. J'aime ça. En tout cas, parlant de candeur, mon Frank, on débouche le champagne parce que t'as réussi ton cégep. Félicitations, 2 sur 3 que ça prenait. Et tu l'as eu. Oui, mes bottines ont suivi mes babines. On va voir comment ça va se passer au baccalauréat. Effectivement, on est rendu à la 4e et dernière section, l'université. Bienvenue à l'université. Wow, c'est-tu prestigieux assez comme section? Hey, on a ici en université un total de 5 questions. Le baccalauréat qui se divise en 3. La maîtrise qui est une seule question et le doctorat également une seule question. Ça va se corser pas mal, mon Frank. Par contre, ici, c'est plus difficile. Au baccalauréat, 3 questions.
Pour les gens qui ont joué avec nous, vous le savez, je l'explique rapidement, on aura un total de 2 indices. C'est-à-dire que les questions 1 et 2, les réponses de ces questions-là, sont des indices qui vont aider à la question numéro 3 du baccalauréat. Hein? Donc, on répond correctement à 1, à 2, qui nous donnent les indices nécessaires à répondre à la troisième. Au baccalauréat, on a besoin de 3 bonnes réponses sur 3, par contre, pour obtenir le bac. C'est automatique. Alors, je te souhaite bonne chance, Francis. Allons-y. Allez, c'est parti. Question numéro 1, première année du baccalauréat. Quel célèbre jeu de société, produit par Wizards of the Coast, une société qui est possédée par Hasbro, a connu une énorme crise dans la dernière année en raison du fait qu'ils ont voulu privatiser leur licence ouverte? En effet, pendant très longtemps, le système de jeu de ce jeu-là, de société, était public. Il a été recopié par de nombreux autres jeux, Pathfinder entre autres, mais il n'y a pas si longtemps, ils ont voulu privatiser le tout et ça n'a pas plu aux joueurs et aux joueuses. Quel est le jeu de société en question? Très bonne question, même si je suis pas certain de savoir la réponse. C'est corsé baccalauréat quand même, hein, je le dis tout de suite. Mais je le répète, c'est une licence qui était ouverte très longtemps et finalement, dernièrement, on voulu privatiser et ça n'a pas plu aux joueurs. Quel est le nom de ce jeu? Ah ouais. Okay. Ben, je pense que j'aurais pas la bonne réponse d'abord. Wizard of the Coast, bizarrement, ça m'a fait penser à Magic, mais pourtant, ça a toujours été privé dans mes souvenirs, Magic. Je vais quand même dire Magic. Malheureusement, Frank, effectivement, Wizard of the Coast, c'est eux qui font Magic, t'as bien raison, mais c'est également eux qui font Donjons et Dragons. Eh oui, Donjons et Dragons, qui était longtemps une licence ouverte, hein, depuis les années 80, c'était permis de faire n'importe quelle version. Et dernièrement, en début 2023, ils ont voulu tout privatiser. Hein, il y avait vraiment la panse lourde, ils voulaient. Donc, ils chargeraient des royautés à 25% de royautés à toutes les compagnies importantes qui utiliseraient leur système de jeu. Okay. Pathfinder, notamment, qui est un grand compétiteur, aurait été chargé. Il aurait empêché les productions amateurs de se faire. Donc, Vin Diesel aurait pas pu jouer encore sur YouTube à Donjons Dragons. Je savais même pas qui jouait. Et tu vois, c'est pas pire, hein? Les joueurs et joueuses étaient tellement en désaccord qu'ils ont perdu près du tiers de leur abonnement en ligne. Il y a eu 66 000 signatures à l'international sur une pétition en 24 heures et ils ont dû rétro-pédaler. Ils n'ont pas eu le choix. Donc, un mois plus tard, la communauté a officiellement gagné. La communauté de l'anneau, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une belle victoire héroïque de la part des joueurs et joueuses. Ça fait comme trop partie de la culture populaire maintenant, puis tout le monde se l'a approprié dans son sous-sol. Exact. Ils n'ont pas eu le choix de rétro-pédaler. Ça a même nuit en fait au code d'écoute du film qui est sorti il y a pas si longtemps. Parce que les gens en voulaient beaucoup à Donjons Dragons en général comme produit. Les gens s'imaginaient que le film leur appartenait. Peut-être, hein, ou qu'ils auraient dû jouer dedans. Oui, c'est ça. Alors voilà le premier indice. Bon, Francis, tu n'auras pas ton bac. Ceci dit, premier indice pour les gens à la maison. Donjons Dragons, garde ça en tête. Deuxième année du baccalauréat, deuxième question. Qu'est-ce qu'ont en commun les jeux de société suivants? Bonanza, Emerlaeus, le duel des magiciens, Hanabi et Love Letters. Alors, 4 jeux différents. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces jeux-là. Je le répète, Bonanza, Emerlaeus, qui s'appelle aussi le duel des magiciens, Hanabi et Love Letters. On est au baccalauréat, évidemment, il faut commencer à en connaître des jeux pour pouvoir y répondre. Une autre question de qu'est-ce qu'on a en commun. Tu avais fait ça dans un épisode précédent. J'ai pas eu ça. Écoute, je sais pas si tu cherches plus précis, mais je sais que ma réponse est bonne. Ce sont tous des jeux qui se jouent avec des cartes. Effectivement, ce sont des jeux de cartes, Francis, les 4. Alors, Bonanza, des bins, Emerlaeus, on est des magiciens qui s'affrontent avec des sorts. Oui, j'ai joué à ça il y a pas longtemps. C'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça. Oui, c'est vieillot. Hein? Hanabi, un jeu qui se joue avec des cartes à l'envers. Ouais. Donc, ce sont les autres joueurs qui voient nos cartes. Et Love Letters, un genre de loup-garou un peu plus écourté. Vraiment le fun aussi. J'adore. J'aime mieux Love Letters que loup-garou. Maintenant, je trouve que ça sort très bien. Ouais, puis ça joue plus rapidement, plus de manches faciles. Tu vois, ça, j'aime ça. Ah, bon, regarde, j'adore ça. Alors, jeu de cartes et Donjons Dragons sont nos 2 indices. Okay. Pour la question numéro 3 du baccalauréat, c'est parti. Quel jeu de société humoristique américain créé par Steve Jackson, sorti en 2000, a été très populaire avec plus d'une vingtaine d'expansions? Les joueurs peuvent entre autres collaborer entre eux ou se liguer contre un joueur pour l'empêcher de gagner. Et on peut retrouver des éléments comme la rampe à fromage de la paix, des morpions ou un représentant en assurance. Alors, je le répète, un jeu humoristique américain créé par Steve Jackson, sorti en 2000, qui a été populaire, une vingtaine d'expansions. Les joueurs peuvent collaborer entre eux ou se liguer contre un autre joueur pour l'empêcher de gagner et de monter de niveau. Et les 2 indices qu'on vous rappelle que vous avez à la maison sont Donjons Dragons et jeu de cartes. OK. Ben honnêtement, comme ça arrive souvent dans cette question-là, j'ai un guess, mais grâce aux indices. Sinon, j'aurais pas eu, mais c'est peut-être pas bon non plus. Le seul jeu auquel j'ai déjà joué qui me fait penser à ça, c'est Boss Dungeon.
Je ne connais pas moi-même Boss Dungeon, donc peut-être que je pourrais te le donner, mais en fait, c'est certainement que les cartes représentant l'assurance Morpion et Rare Fromage de la Peine n'y figurent pas. Non, fait que c'est pas Alors, bon. je pense que c'est pas une bonne réponse. Ce qu'on cherchait était Munchkin. Munchkin, auquel j'ai jamais joué. Ouais, c'est un jeu qui a été populaire plus dans le début 2000, mais qui a connu vraiment une grande popularité. Les gens qui jouaient à Loup-Garou, d'ailleurs, étaient souvent les mêmes qui jouaient à Munchkin dans le temps, un peu en impro et compagnie, en tout cas de ma part. Là. Puis c'est un jeu qui se joue avec justement un personnage qui doit monter jusqu'au niveau 10. Alors voilà, en référence avec Donjon Dragon. Ça me donne le goût de l'essayer. Peut-être qu'aujourd'hui, je trouvais ça daté avec le temps, mais honnêtement... Peut-être, non, c'est très drôle, honnêtement. Il y a beaucoup de cartes qui sont vraiment, justement, risibles. Donc, entre autres, on peut tomber là, sur un dragon de plutonium, comme un boss qui est un poisson rouge. On peut s'équiper d'une épée karaoké. On peut avoir des malédictions comme la fameuse pause pipi, où on est obligé d'aller aux toilettes et non pas affronter nos démons. Donc, c'est vraiment très ludique, là. Et puis, encore une fois, c'est un peu à la manière de Donjon Dragon. Munchkin. Ben, excellent. Puis c'est très connu aussi. J'ai entendu souvent ce nom-là. Effectivement. Je pense que c'est quand même un jeu qui est relativement connu. Oui. Alors voilà, ben désolé Francis, malheureusement, tu n'obtiens pas ton baccalauréat. C'est correct. Ça prenait 3 bonnes réponses pour pouvoir y aller. Par contre, tu as réussi ton cégep, hein? Je suis fier de toi. Et tu peux quand même... C'est ce que je voulais. Ben c'est ça, voilà. Tu peux quand même accéder à la maîtrise, hein, on va poursuivre ensemble. Avant-dernière question, je devrais dire, de ce podcast. Donc, jeu de société qui va commencer à être un peu plus corsé. On te présente une liste et là, on aura besoin de plusieurs bonnes réponses ici pour gagner la maîtrise. C'est une question un peu plus de développement, mais avec différents éléments à nommer. Alors... On sait que les jeux de société sont très souvent associés à des plateaux. Hein? La traduction en anglais, c'est même board game souvent. Donc, le plateau de jeu, c'est très important. Pour la question de maîtrise, je vais donc me concentrer sur ce type de jeux-là qui ont des plateaux. Et je vais te demander de nommer le jeu associé à sa case ou à son terrain. Okay, je te nomme une case, je te nomme un terrain. Ça peut être un territoire, hein, comme dans Risk et compagnie. Ça peut être quelque chose de plus large aussi. Puis on veut savoir le nom du jeu qui est associé à ça. Ça me plaît. Étant donné que c'est une question qui est plus à développement, je vais te nommer encore une fois la totalité des différentes cases. Et puis il va falloir que tu me nommes par la suite. Parfait. Combien? Donc 7 bonnes réponses sur 9 pour remporter. Parfait. 9 cases différentes. Parfait. Je commence. Alors en A, on a Lollipop Woods, la forêt de Susson. En B, on a la case Acheter une maison. En C, on a la route entre Santa Fe et Denver. La case est une route. En D, on a la ville de Jakarta. En E, on a la caisse commune ou le community chest en anglais. En F, la case Luna Planum. En G, on a la baie de Tokyo. En H, on a la bibliothèque. Et en I, on a Kazakh SSR ou Kazakh Soviet Socialist Republic. Et c'est parti. Je te laisse un temps de réflexion quand même pour y penser, le temps que je renomme le tout. Puis tu auras besoin de me nommer les réponses directement. Je le répète, 9 différentes cases. On a besoin de 7 bonnes réponses pour pouvoir remporter la maîtrise. Pas facile quand même, hein? On commence à se corser pas mal. Oui. J'aurais dû me prendre un papier et un crayon pour ça. J'ai peur d'oublier mes réponses. C'est plus difficile. Puis maîtrise, souvent, on se les fait dire comme commentaire. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Donc, n'hésitez pas à mettre le podcast en pause, hein, si vous désirez. Puis peut-être prendre le temps de noter. Là. Le temps est vraiment une variable qui n'est pas si importante ici. Mais non, évidemment, on continue avec toi, Francis. Oui. Je me lance à l'instant même. Je te nomme chaque réponse. On a besoin de chaque question. On a besoin de la réponse directe. Donc, en A, la forêt de Susson ou Lollipop Woods. Je vais dire un jeu super populaire aux États-Unis auquel j'ai jamais joué, Sugarland. Je vais te le donner, c'est Candyland. On parlait du même jeu. Je suis un être très clément. T'es très clément. Je suis très gentil. C'est gentil. Je parlais du bon jeu. Hein? Okay. Ça, c'est bien parce que je t'ai en pitié. Hein, ok, super. On va donner 0.5 puis on va voir si à la fin je suis gentil. Parfait. Alors, acheter une maison. C'est Life ou Destin? Effectivement, le jeu de la vie, hein, Destin. Ouais. On peut acheter une maison, plusieurs types de cases comme ça associées à notre vie. En C, la route entre Santa Fe et Denver. Ça serait peut-être Les Aventuriers du Rail. Ticket to Ride ou Les Aventuriers du Rail, effectivement. La version originale, donc aux États-Unis, propose Santa Fe et Denver. On passe en D, la ville de Jakarta. Hey, ça me fatigue. Mets-la à la fin. Ok, parfait. En E, Community Chest ou Caisse commune. Je pense que je l'ai pas l'autre. Community Chest et Monopoly. Effectivement, on est à 4 bonnes réponses pour l'instant, ou 3.5. On poursuit avec, en F, Luna Planum. Ça, Terraforming Mars? Wow! Très bon guess. En tout cas, félicitations. Là, on tombe dans les bons, bon style. T'es à 4.5 ou 5 sur 5. Sur 9 au total pour l'instant. La baie de Tokyo. C'est King of Tokyo. Hey, ça va très bien. La bibliothèque. Clou.
Kazakh SSR ou Soviet Socialist Republic? Risque. Alors ici, ça se termine malheureusement pour toi au niveau de cette réponse-là. C'était Axis and Allies, qui est un jeu qui ressemble à Risk, mais effectivement, donc Soviet Socialist Republic est beaucoup plus centré sur la Deuxième Guerre mondiale qui est dans ce jeu-là. Et on poursuit que la ville de Jakarta, qui était ta dernière que tu n'as pas pu C'est Pandémie. Et c'est effectivement une bonne réponse. Yeah. Alors, je te donne pas Sugarland, mais tu passes quand même avec 7 sur 9. Excellent. Félicitations, Francis, Merci, t'as ta maîtrise. Yeah. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup de monde qui me disent hey, j'ai pas passé mon secondaire, mais j'ai passé mon bac. C'est normal. Hein, c'est bien normal. On essaie de faire un calibre de difficulté sensiblement logique, mais ça peut être plus difficile. C'est très bon. J'ai adoré ça, jouer ça. On est rendu à la dernière question du podcast. Ça tire à sa fin. On est à la plus longue, plus compliquée un peu. C'est une question en développement. Alors, à la maison, si vous sentez que vous avez eu sensiblement le bon développement, donnez-vous le point. Vous avez votre doctorat. Francis, tu vas devoir élaborer un peu plus. Donc, un genre de 30 secondes d'explication pour me dire la réponse à ça. On se lance. Francis, on est à la toute dernière question et je me dois de respecter le point Goodwin, cette fameuse loi qui veut qu'on finisse toujours par référer au nazisme dans des échanges verbaux. Alors, on va parler un peu du nazisme ici. Il y a un lien avec les jeux de société, je te rassure. Quel jeu de société a aidé les prisonniers anglais incarcérés par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale? Et de quelle manière est-ce que cela s'est passé? Je te laisse un petit peu de temps de réflexion quand même, je le répète. Donc, quel jeu de société a aidé les prisonniers anglais incarcérés par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale? Et on cherche surtout, et d'où le développement, de quelle manière est-ce que ça s'est passé? Je te laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. En général, on le sait ou on le sait pas, ceci dit, pour ce genre de questions-là. Oui, je pense que leur morale était complètement à terre. C'est vraiment intéressant comme question. Ça me rappelle, honnêtement, j'ai lu quelque chose là-dessus. Je suis à peu près sûr de ma réponse. Leur morale était complètement à terre et ils se sont fait rire avec les phrases très vulgaires de Cards Against Humanity. C'est proche de ça, quoique Against Humanity, on était quand même dans la bonne thématique avec le nazisme. Non, alors je vous présente la bonne réponse qui, je trouve, très intéressante. Il faut savoir que dans les prisons allemandes à l'époque, on autorisait parfois les prisonniers de guerre à jouer à des jeux de société. Et ça, c'est parce que le moral, souvent, était très bas, comme tu l'as dit. Oui. Et ça créait des gens qui étaient plus tapageurs en prison. Donc, pour les prisonniers de guerre, on a commencé à permettre ça. Et le MI9, donc le département secret au Royaume-Uni, s'en est rendu compte et a donc décidé de collaborer à l'époque avec Parker Brothers pour faire des faux jeux de Monopoly, vieillis volontairement, qui étaient remis par des fausses compagnies de charité aux prisonniers de guerre. Et donc, on dissimulait à l'intérieur des indices sur les cartes à jouer. On faisait des fausses cartes d'évasion qui étaient laminées à même le plateau de jeu. Wow. On avait des outils là, finalement pour s'échapper, des minicis dans les pions. On avait même des vrais billets de banque allemands pour quand ils allaient sortir de prison à travers les faux billets de Monopoly. Et ça a marché. Il y a plusieurs prisonniers de guerre qui ont réussi à s'évader grâce au jeu de Monopoly et à Parker Brothers. C'est quand même malade, hein? Sincèrement, c'est l'ancêtre des escape rooms. Mais vraiment, là, tu sais, comme les jeux Exit ou quoi que ce soit que tu reçois chez vous, puis il faut que tu t'évades d'une fausse pièce, il faut que tu t'évades d'un camp de concentration. Alors vraiment, donc, c'est ça. Monopoly a réussi à être important jusque-là, en fait, dans les prisons nazies. C'était meilleur que Cards Against Humanity. Ouais, quand même, on va se le dire. Félicitations, Francis. T'as pas eu, malheureusement, ton doctorat, mais t'as quand même réussi à passer au jeu de la vie. Alors, je te félicite. La maîtrise a été réussie pour toi. Bravo à ceux à la maison qui auraient réussi le doctorat aussi. Le plus important, c'est que j'ai appris. On aime ça, on aime ça. J'espère à la maison aussi que vous avez appris. Merci tout le monde d'avoir joué ce 4e podcast. Oui. Merci à tout le monde qui joue dans nos bars. Pas de nos bars, mais dans les bars où on présente des quiz à travers le Québec. Absolument. Je pense même que ça vaut la peine peut-être de les nommer, là, ces bars-là un peu partout. Vas-y. Où on travaille. Je vais sortir ma petite liste. Donc, à Montréal, on a le Boswell, la succursale, le West Shefford, le Four Origin, les Ménades, le Blanc-Bec, donc le bar de l'ITHQ, l'Adversaire, le Ping Pong, ainsi que le Social Verdun. La Chute, on a le Code Rouge si vous êtes de La Chute. Si vous êtes de Mont-Laurier, on joue au Lièvre. À Saint-Hyacinthe, il y a le Bill Boquet. À Sept-Îles, la Compagnie. À Sainte-Thérèse, la Prohibition. Où toi, Francis, t'animes. Tout à fait. À Sainte-Junion, le Labrouche Shop. À Percé, le Pit Caribou. À Mascouche, l'Albatros. À Chicoute, on a le bar à Piton, tout dernièrement. À la Quai-de-Chemin, on peut jouer au Verso, à Saint-Bruno, au Boswell, à Saint-André-de-Kamouraska, à Tête d'Allumette et à Terrebonne, au Ruisseau Noir. On tenait à toutes les nommer, évidemment, tant qu'à en nommer quelques-uns. Merci aux bars de nous encourager. Merci. Et allez jouer à ces bars-là si vous êtes de ces régions-là aussi. Allez-y ou parlez-en au bar proche de chez vous si jamais vous voulez un quiz dans votre coin. Honnêtement, toujours le fun de pouvoir faire jouer nos questions aux quatre coins du Québec. Absolument. Écrivez-nous si vous avez des commentaires sur les podcasts. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Puis Francis, on se revoit sur un autre podcast. Je sais qui a tué Mr. Black. Oh, pas pire! Salut Francis, à très bientôt!